bienvenue dans cette nouvelle émission, donc l'œil de Moscou, une émission donc dans le cadre de Liberté pour les auditeurs, afin de discuter de cette Coupe du Monde, donc qui arrive dès demain, premier match de la Coupe du Monde, le Russie-Arabie Saoudite, que évidemment tout le monde attend, j'imagine. Donc l'objectif de cette émission évidemment c'est de parler tranquillement de la Coupe du Monde, de toute cette atmosphère un peu autour de cet événement mondial que tout le monde attend, planétaire on peut le dire. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu les choses qui tournent autour de ces Coupes du Monde. Et puis pour cela, je vais avoir un intervenant de marque, Stan. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de cette première émission 100% faite par un Russe pour cette Coupe du Monde en Russie. Ouais. Donc voilà, je suis honoré et fier d'être là ce soir. Celle-là, on l'attendait depuis longtemps, Stan. Ça fait un peu bizarre quand même d'être de l'autre côté du micro, mais on va essayer d'enlever cette pression et que ça se passe tranquillement. Pour cette première émission, on a un petit imprévu. On devait normalement avoir le collectif supporter de l'équipe de France, les Irrésistibles, qui devait être là. Stan, t'avais du nouveau à ce sujet? Oui, je sais pas, c'est vrai que nous, on apprenait la démission de Noël Le Graët, président de la FFF. On sait très bien que les Irrésistibles français aussi sont un petit peu sous la tutelle aussi de la Fédération française de football. Donc une question, peut-être que ceci explique cela, mais c'est vrai que voilà, ça nous embête. C'est un groupe qu'on avait reçu et qu'on espère recevoir, mais c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Et après, si c'est le cas, de leur côté, ça semble légitime. Donc, mais on perd pas espoir. Non, on va tout faire pour pour les avoir parmi nous, pour les convaincre d'être parmi nous. C'est ça. On a encore un mois tranquille, voilà. Pas mal d'émissions devant nous, donc peut-être que s'ils nous écoutent, ils pourront peut-être nous recontacter. En tout cas, ce sera un plaisir de les avoir parmi nous. Celui qui est présent, en tout cas, je suis très très ravi de l'avoir parmi nous. Okay. C'est Ronan Evin du collectif Football Supporter Europe, responsable du collectif. Bonsoir Ronan. Bonsoir. Bonsoir Ronan. Donc tu es responsable Football Supporter Europe. Tu peux nous faire un petit débrief là-dessus, nous dire ce qu'il en retourne? Ah oui, bien sûr. On est donc une organisation européenne de supporters qui existe depuis 2008. Moi, je travaille depuis 2015. On est basé à notre bureau à Hambourg en Allemagne, mais on a du staff un peu partout en Europe. On travaille sur toute la zone UEFA, donc en théorie du moins de l'Islande au Kazakhstan. Même si le Kazakhstan, ça reste un peu un point d'interrogation encore pour nous aujourd'hui, mais on est l'équivalent européen de l'ANS. On est en quelque sorte un syndicat de supporters. Nos membres, ça va du niveau national jusqu'au local et individuel. Évidemment, les membres nos premiers points de contact dans les pays où les organisations nationales de supporters existent, c'est celle-ci. Donc, en France, aux Pays-Bas, en Suède, en Angleterre ou en Allemagne, on a des associations de type ANS. Puis dans d'autres pays où le supporterisme est moins structuré, on a des membres au niveau local ou des membres individuels. On travaille aussi avec des supporters des équipes nationales. Dans le cadre notamment de l'Euro, avec le programme des ambassades de supporters, et puis là, comme la Coupe du Monde est en Europe, on a aussi un programme de coordination des ambassades de supporters autour de la Coupe du Monde 2018. D'accord. Et justement, si mes souvenirs sont bons, t'es bien actuellement en Russie pour suivre la Coupe du Monde. Dans quel cadre exactement tu es là-bas?
Alors moi j'y suis souvent en Russie pour le boulot ou pour des raisons personnelles et là j'y suis pour donc justement parce qu'aujourd'hui on a lancé notre programme de coordination des ambassades de supporters. On l'a lancé à l'occasion d'une conférence de presse ce matin et puis on ouvre un bureau temporaire avec 4 personnes à Moscou et l'idée c'est d'un côté de faciliter les relations entre les organisations de supporters et les organisateurs du tournoi, la police, les autorités russes, les villes hôtes, etc. Et puis de l'autre, de coordonner le déplacement, le déploiement des ambassades de supporters dans les villes hôtes. Alors on travaille principalement avec des supporters d'équipes européennes parce que c'est des gens qu'on représente. Après, on commence à voir des structurations des supporters, d'organisation de représentation des supporters ailleurs en Europe. On travaille pas mal avec des supporters australiens, avec des supporters péruviens, avec des supporters japonais. Voilà, on n'a pas vocation nous à travailler à l'international, mais sur une Coupe du Monde en Europe, on noue des relations de travail et ça se passe très bien avec certaines organisations hors Europe. D'accord. Faut rappeler aussi que voilà que le FSE bosse aussi beaucoup en France avec l'ANS, surtout sur les sujets des SLO, de ces référents supporters. Tu peux nous en dire un petit mot là-dessus? Est-ce que vraiment nous en France, voilà, on est vraiment à la ramasse par rapport à tout ce qui est sécurité, tout ce qui est dialogue entre supporters et instances, clubs? Est-ce que voilà, il y a une éducation à faire au niveau du football français là-dessus? Oui, alors évidemment, on travaille pas beaucoup avec l'ANS, comme je disais tout à l'heure, les organisations nationales de supporters comme ça, c'est notre premier point de contact. Moi, étant français, évidemment, j'ai un intérêt particulier. Sur le SLO, alors attention, c'est l'autre organisation européenne de supporters qui s'appelle SD Europe, mais c'est pas grave, on est partenaire, donc je peux en parler sans problème. Il y avait un retard colossal, c'est-à-dire que la France était vraiment dans la charrette des pays européens là-dessus, même les clubs qui jouaient en Coupe d'Europe. Il a fallu quelques clubs un peu plus actifs sur la question du dialogue avec des supporters, que quelques clubs se lancent. Il a fallu la loi aussi pour les forcer. Aujourd'hui, on a quelques clubs où ça se passe bien, voire même très bien. Alors, il y a un SLO à Lyon à temps partiel, mais je ne m'aventurerai pas sur les relations club supporter à Lyon parce que je les connais pas bien, mais bon, il y a des SLO à Strasbourg, ça se passe bien. Il y a quelques autres clubs qui sont en train de mettre en place des SLO et ça se passe bien. Le retard est colossal, mais certains clubs de bonne volonté sont en train d'essayer de le rattraper. Sur la question du dialogue, si on compare avec ailleurs en Europe, ça dépend, on regarde par rapport à quoi. Par rapport à la Croatie, on s'en sort plutôt pas mal. Par rapport à l'Angleterre, on est sérieusement en retard. J'ai l'impression qu'au niveau national, ça s'améliore. Le problème, c'est qu'il y a encore assez peu de répercussions au niveau local. Donc ça reste un boulot colossal, notamment par l'ANS, pour faire en sorte que les déclarations de bonne volonté au niveau national se répercutent au niveau local. Et puis, on voit encore avec il y a toujours le risque de certains acteurs du foot français, je pense là bien sûr au président de la FFF, d'avoir des déclarations un peu en emporte-pièce qui peuvent potentiellement ruiner des années d'efforts. Donc ça c'est vraiment dommage et dommageable. Visiblement, ça n'a pas réellement de conséquences puisque c'est juste une déclaration d'intérêt, mais c'est clairement quelque chose qui peut foutre en l'air des années de travail. Donc c'est dommage. On est en train de sortir de ce mécanisme-là où les responsables du foot vont dans les médias pour taper sur les supporters à chaque fois qu'il y a un souci. Mais bon, il y a quand même des années de pratique de cette politique derrière. Donc ça va prendre du temps pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Donc voilà, il y a du progrès, mais c'est encore très lent et surtout au niveau local, au niveau des tribunes, il y a encore beaucoup de travail. On est bien d'accord. Et au niveau justement des clubs russes, si on retourne un petit peu vers l'est, dans ce collectif, ça donne quoi? Je pense notamment par exemple au Spartak qui s'est déplacé de nombreuses fois en Coupe d'Europe et évidemment ça a fait pas mal de grabuches au niveau de ces référents supporters ou de l'organisation justement autour du supporterisme. Ça se passe comment en Russie?
Alors, c'est en pleine recomposition parce que il y a un ménage qui a été fait. Il y a d'abord toute une série d'adaptations aux normes européennes qui ont été menées depuis 2014 avec l'introduction des interdictions de stade qui n'existaient pas avant, la création du métier de stadier qui n'existait pas avant, les caméras vidéosurveillance, etc. Le foot russe se jouait dans des vieux stades, ce qui avait un côté très très sympa, mais qui posait des problèmes pour ce qui était notamment d'attirer des nouveaux publics. Donc du coup, les influences étaient catastrophiques et ça a clairement le foot russe végétait. Donc il y avait quand même besoin d'une petite mise à niveau. Les stades qui ont été construits, notamment à Moscou, les deux stades construits à Moscou et puis le Loujniki sont des vraies réussites. Donc c'est du progrès. Il y a des tribunes debout. C'est des stades qui sont bien pensés, bien foutus. Donc voilà, il y a du progrès à ce niveau-là. Le ménage qui a été fait surtout après Marseille, c'est que il y avait quelques figures du hooliganisme russe, mais généralement des gens qui étaient retirés, qui étaient plus là pour faire du clientélisme qu'autre chose, qui avaient de l'influence à la fédération et dans certains clubs. Donc une partie de ces gens-là qui ont été virés. Et les clubs ont commencé à mieux s'organiser. Donc maintenant, il y a des vrais SLO dans les gros clubs, enfin dans la majorité des clubs russes, et notamment les gros clubs russes. Des gens qui sont généralement issus des tribunes, qui ont été proches des groupes ultra hooligans, mais qui sont passés à autre chose. Et voilà, ça marche plutôt bien. Le CSKA, par exemple, un SLO qui vient des tribunes et qui fait un super boulot, qui est hyper crédible auprès des supporters. Donc ouais. On n'est plus du tout dans l'espèce de gros bordel qui prévalait jusqu'au début des années 2010. Les clubs sont vraiment en train de se structurer. Alors le foot russe, notamment la sélection, n'est pas dans le meilleur état sur le terrain, mais en termes de santé, d'organisation des clubs, on est dans une situation qui est bien meilleure que celle d'il y a quelques années. D'accord. Ok, donc oui, il y a quand même des progrès. Alors c'est vrai que la Coupe du Monde a dû aussi faire réagir pas mal de choses. Il a fallu sûrement bouger à ce niveau-là pour être prêt. Il y a des normes évidemment FIFA qui ont dû être mises en place et qu'il a fallu respecter, j'imagine. Ouais, bien sûr. Il y a bien sûr la construction des stades. Il y a le fait qu'il fallait aussi politiquement envoyer un certain nombre de signaux sur la question toutes les questions liées à la sécurité. Après les événements de Marseille et malgré le fait qu'il y ait des déclarations politiques qui allaient même dans le sens d'un espèce de soutien aux mecs qui sont bagarrés à Marseille, il y a eu aussi une prise de conscience du risque pour l'image de la Russie d'avoir des émeutes conséquentes pendant la Coupe du Monde. Tu parles notamment évidemment de Spragin, j'imagine, ouais. Ouais. Alors Sprigin, l'équipe l'a encore nommé aujourd'hui, surnommé le chef des supporters russes. Sprigin, ça fait très longtemps que c'était plus le chef de personne. Ouais. C'est quelqu'un qui avait des relations politiques qui lui permettaient un peu d'avoir en partie de tenir en partie les cordons de la bourse pour tout ce qui était déplacement, tifo, etc. autour de l'équipe nationale, et puis d'avoir des relations politiques qui permettaient de le maintenir en place. Mais Sprigin, ça n'a jamais été le chef de personne. Ou du moins depuis très longtemps, il n'a jamais décidé de quoi que ce soit quand il y a eu des bastons autour de l'équipe nationale. Et voilà, aujourd'hui, il fallait un fusible pour montrer aussi qu'il y avait du progrès au niveau des questions de sécurité. Donc il a sauté, il représente là pour le coup, plus personne. Et c'est un peu dommage de voir des médias qui continuent à l'affubler du titre de chef des supporters parce qu'il n'y a pas de chef des supporters, quoi. Il y a des groupes et là les groupes sont structurés et hiérarchisés. Par contre au-dessus il n'y a pas un espèce de grand gourou qui décide de tout. Et voilà. Et Sprigin, du coup, comme il n'a plus rien à faire, il n'a plus de groupe, il n'a plus d'association, il n'a plus de relations politiques. Et la seule chose qui lui reste, c'est d'aller pleurer dans les médias, et notamment aujourd'hui parce qu'il n'a pas eu sa fan ID. Je comprends. Comment justement, si on revient justement au niveau des médias. Alors là, tu parles de l'équipe, mais je pense notamment évidemment aux médias anglais qui ont fait, qui ont carrément diabolisé vraiment la situation des supporters en Russie. Ça a fait, j'imagine, en tout cas, je le vois clairement, moi qui suis le football russe quand même depuis pas mal de temps. Ça a fait quand même pas mal de grabuge quand même cette histoire, comment dans les médias justement anglais. Maintenant, qu'est-ce que clairement, pour être simple, vraiment, quels sont vraiment les réels dangers qui concernent le hooliganisme durant cette Coupe du Monde? Ouais, donc comme tu le dis, les médias tabloïds britanniques ont fait n'importe quoi. C'est un mélange de politique, quoi. Il y a eu un mélange aussi politique à l'intérieur.
La situation diplomatique est vraiment pas au beau fixe. Ouais, il y a de ça, et puis parce que la peur, ça fait vendre. Donc en peignant une situation plus grave qu'elle ne l'est réellement, ils ont l'idée de faire vendre. Alors ça a été n'importe quoi. Je ne saurais même pas où commencer si je vais faire un top 3. Il y a encore 2 ou 3 semaines de ça, la finale de la Ligue des Champions à Kiev. Il y a des médias tabloïds qui parlent sur des hooligans russes qui seraient rendus à Kiev pour attaquer des Anglais pour CSK, ouais. Du CSK, absolument. Qui serait pas bienvenu en Russie. Donc bon, quand on est rendu à inventer des idioties pareilles, c'est vrai que c'est compliqué. On a une analyse un peu plus raisonnée en France parce qu'il y a des bons correspondants en Russie, parce qu'il y a des gens qui savent sentir la société russe. Ce qui se passe, c'est ni plus ni moins que disons de la prévention, même si elle est un peu musclée, mais de la part de la police et puis du FSB, des services de renseignement. C'est-à-dire que tout simplement, jusqu'ici, quelqu'un qui se faisait arrêter pour une bagarre s'en sortait au pire avec une amende administrative et 24 heures de garde à vue. Là, le message qui est envoyé, c'est que si affrontement il y a pendant la Coupe du Monde, les conséquences judiciaires sont beaucoup plus importantes. Le message est clair, c'est la prison. Donc, comme de toute façon, c'est des mecs qui bougent relativement peu autour de l'équipe nationale, c'est-à-dire que il y a eu évidemment les événements de Marseille, il y avait eu en 2012 Varsovie contre les Polonais, mais ça reste des choses hyper rares. Donc du coup, ils s'en foutent un peu. Généralement, l'immense majorité des mecs qui appartiennent au groupe hooligans sont plutôt bien intégrés socialement, ont un boulot, ont une famille, etc. Donc c'est pas des têtes brûlées, donc ils vont pas risquer de finir en tôle pour juste pour le plaisir d'attaquer une nouvelle fois les Anglais ou autres. Donc du coup, le risque il est limité. On peut pas écarter le fait que des petits groupes, notamment dans les villes où il n'y a pas vraiment de club, qui fassent un peu justement les têtes brûlées, mais au niveau des vrais groupes, je les vois pas du tout bouger. Donc du coup, le risque d'émeutes importantes comme à Marseille, il est extrêmement réduit. Et pour ce qui est des pays qui vont visiter la Russie, évidemment, il y a quelques pays avec des supporters, hein, disons, à risque, mais là encore, je crois que la peur de gendarme, personne n'a envie de finir dans les geôles russes, donc la peur de gendarme, là, va fonctionner. Même si l'approche des Russes, c'est pas de garder, ils vont pas mettre tout le monde en prison. Si des gens sont rattrapés pour des faits de violence ou autre, à moins que ce soit très grave, l'approche des Russes, c'est de les virer, c'est-à-dire de les déporter, et avec éventuellement une interdiction de territoire d'1 an, de 3 ans, de 5 ans. Mais ils n'ont absolument pas l'intention de garder les gens en prison ad vitam. C'est vraiment l'approche là-dessus, c'est de se débarrasser des fauteurs de troubles le plus vite possible. Oui, puis c'est vrai qu'il y avait il y a aussi notamment une vision sur des supporters, notamment je pense de la Serbie par exemple, des supporters serbes qui sont quand même réputés pour être assez virulents, mais je vois pas des Serbes mettre le bordel en Russie. Les relations entre les groupes serbes et Russes sont tellement forts que je vois pas évidemment ça possible. Maintenant, oui. C'est tellement la fête, la qualification de la Serbie, que je crois qu'ils rendront en Russie sont plutôt dans une approche festive qu'autre chose. Donc, ouais. Malgré que certaines provocations par mail qu'ont reçu des associations LBGT, pour pas les citer, anglais, où on leur promettait de les traquer et de les poignarder. Donc il y a aussi, je crois, un jeu de la peur qui s'installe dans les deux camps. Ouais. Alors ces lettres-là, moi, j'en ai vu une partie. Elles sont démentes. Aurel Butchers aussi. Après, pour pas me tromper, il y a les Aurel Butchers aussi qui avaient menacé. Butchers. Enfin voilà. C'est eux qui sont dans le documentaire de la BBC. Après, le documentaire de la BBC date de la fin de l'année dernière. Je pense pas qu'ils s'exposeraient maintenant comme ils l'ont fait à l'époque. Justement du fait de la pression policière. Sur les supporters, les organisations de supporters LGBT, homo, j'ai vu une partie des lettres. Ça a pas grand chose à voir avec le foot. Et 2, c'est clairement le fait de personnes sérieusement dérangées.
Après, on parlait tout à l'heure des médias tabloïds. Le Daily Mirror titre sur les hooligans russes, qui menacent les supporters gays anglais. C'est repris mot pour mot en France par Slate. Et c'est une connerie parce que ça n'a rien à voir avec le hooliganisme. C'est des mecs tout seuls chez eux qui sont sérieusement dérangés et qui insultent des gens qui se trouvent à 4000 km de là. Donc non, le risque il existe, mais le risque il existe comme dans n'importe quelle Coupe du Monde. Évidemment, la société russe elle est hyper tendue sur ces questions-là. Il y a des vrais soucis de racisme, mais la ministre, il y a peu d'heures, je crois, la ministre des familles, hein, je sais pas comment on pourrait la nommer, Vince, je sais pas si tu as entendu, qui met en garde les femmes russes à ne pas coucher avec les étrangers. Enfin voilà, pas de baby boom quoi, parce que là ça va, c'est hashtag boom. Non. Ouais, puis les propos sont vraiment. C'est la présidente de la commission de la famille à la Douma au Parlement russe. C'est une communiste. On la connaît. Elle explique elle déconseille aux femmes russes de se mélanger aux étrangers, surtout s'ils sont d'une race différente. Et elle leur conseille de se marier et de faire des enfants avec des Russes. Ce qu'elle dit pas, c'est si elle leur conseille de faire ça pendant la Coupe du Monde. En un mois, ça paraît un peu chaud de faire tout ça. Non, mais c'est profondément idiot. Ça reste une, voilà, c'est une opinion qui est assez répandue. Mais voilà, il y a quand même un monde entre ça et des attaques sur des supporters africains ou sur des supporters homo. On peut pas exclure le fait qu'il y ait des gens un peu dérangés qui se mettent à attaquer des supporters étrangers, surtout s'ils viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud ou des pays arabes, mais ça restera pas. Encore une fois, là, il n'y a pas de risque de problème de ce type à grande échelle. D'accord. Si je voulais avoir comment évidemment il y a comment à travers ce hooliganisme il y a quand même eu la mise en place d'un centre de coopération internationale qui se trouve actuellement à Domodédovo si je crois bien. Qui regroupe justement des policiers de l'ensemble des pays qui sont présents lors de cette Coupe du Monde. C'est plus un aspect, je pense, de mise en relation et montrer que tout le monde est cohérent sur ce sujet plutôt que vraiment quelque chose d'actif. Tu es plutôt d'accord avec ça ou pas? Oui, alors c'est quelque chose d'habituel hein, sur ces compétitions. Il y a la même chose en France pendant l'Euro. Ouais. Quand il s'agit de l'Euro, justement, il y a des mécanismes de coopération assez poussés entre les polices des pays de l'Union européenne, mais aussi hors Union européenne. C'est quelque chose qui est ancien, qui est rodé. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la communication parce que c'est aussi nécessaire en cas de problème. Alors on pense aux affrontements, etc. Mais s'il y a un Français qui malheureusement décède dans une des villes hautes, si des gens sont perdus, enfin si des proches recherchent quelqu'un qui est perdu, s'il y a d'autres problèmes graves, des pertes de passeport, etc., ça peut aussi être utile d'avoir ces policiers-là sur le terrain. D'accord. Après, le centre de commandement de Domodédovo, enfin à côté de Domodédovo, l'Académie de police, il est utile pour que les polices des pays qui participent à la compétition reçoivent une information qui leur est donnée par les Russes et qui peut leur servir ensuite à faciliter les conditions de déplacement des supporters. C'est pas ces policiers-là qui interviennent non plus, parce que de toute façon, les Russes, bien sûr. Oui. Les arrestations doivent être faites, c'est par les Russes. Ça dépend des pays. Il y a des pays où il y a, je sais que notamment les Anglais qui ont une police du foot qui marche plutôt bien, sont généralement contents de les avoir avec eux. Il y a d'autres pays où les policiers sont plutôt là pour faire du renseignement et éventuellement des arrestations ultérieures où ça se passe moins bien. Mais en tout cas, ça fait partie du cadre de n'importe quelle compétition maintenant. Alors le dispositif français, comme tous d'ailleurs, je crois 2 policiers qui sont en permanence dans ce centre de coopération et les autres voyagent dans les villes où joue l'équipe. Ouais, qui sont au bord des stades pour Ah, nous avons perdu nos amigos. Allez, on va les retrouver. On vous a retrouvés, les amis. Ça avait coupé. Allô ?
Ouais, vous pouvez y aller. Commandant. Ah, encore une petite coupure. C'est pas trop grave. On va essayer de les réavoir, nos amis en direct. Hein, c'est le direct. Hein. On est en direct de Moscou. Hein. Donc forcément, c'est vrai qu'il y a des petites interférences hein, du côté de Moscou. C'est un problème justement, non? Oui, alors la Fanali, elle est acceptable cette compétition-là parce que c'est la Coupe du Monde, donc c'est des matchs qui sont suffisamment intéressants pour faire l'effort d'aller chercher une carte comme ça. Elle est intéressante parce qu'on n'a pas à s'embêter à faire une procédure de demande de visa qui peut être pénible, un peu d'argent. Elle pose pas réellement de problème pour rentrer dans le stade parce que le scan ça va assez vite. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Maintenant sur les transports en commun, la gratuité des transports en commun dans les villes, ça c'est ouvert à tout le monde parce que c'est pour prendre le métro, le bus, le tramway. Les trains entre les villes hautes, par contre, ce qui est formidable, c'est des trains qui sont vraiment hyper confortables, c'est des hôtels sur roues, mais il n'y en a pas assez. Là aujourd'hui, si vous voulez aller de Moscou à l'immense majorité des villes qui ont des matchs du premier tour, il y a plus de trains. Le problème en Russie, donc après on peut se reporter sur les trains payants. Et ensuite sur les avions, mais tout ça, évidemment, les prix ont vachement augmenté parce que c'est la demande. Et le problème en Russie, c'est que les distances sont tellement importantes que c'est plus compliqué de louer une voiture et de partir à Ekaterinbourg parce que c'est 3 jours de route. Donc, je l'ai faite en voiture, celle-là, je m'en souviens encore. Voilà, donc tu vois l'idée. Les gens sont vraiment dépendants des transports en commun. Ouais, c'est un défi, mais bon, sur une Coupe du Monde, c'est vrai que malgré le fait qu'il faille donner des données personnelles pour l'avoir, c'est pas un souci réel, parce que c'est les mêmes données qu'on donnerait pour avoir un visa. Le problème, la Ligue de football russe travaille là-dessus, c'est que maintenant ils veulent un peu en faire la solution miracle à tout, lutter contre le racisme, la violence, etc. Donc, il y a l'idée de prolonger la Fan ID pour les matchs du championnat russe. Et ça, c'est une idée catastrophique, parce que partout où ça a été mis en place, en Turquie, en Belgique, en Italie, ça a eu des conséquences catastrophiques sur les affluences, parce qu'on crée un problème supplémentaire, parce que tu as toute une partie des ultras qui ne veulent pas donner leurs données personnelles pour entrer au stade, et puis parce que les nouveaux publics, les familles, etc., ne veulent pas s'emmerder à aller chercher une Fan ID pour pouvoir entrer au stade. Donc, ça serait une vraie connerie, si vous me permettez le mot, de la part du football russe de prolonger la Fan ID parce qu'ils ont des stades neufs et que l'enjeu c'est de les remplir. J'ai pourtant peur qu'avec Platkin, le responsable, enfin le président de la ligue, il va clairement mettre ça en place. Ça va faire déjà beaucoup de mal au championnat russe qui peine réellement à amener déjà pas mal de monde dans les stades. On voit une affluence, mais vraiment très très faible hormis évidemment les grands matchs entre Moscou et Saint-Pétersbourg et puis on peut rajouter Krasnodar, mais autrement c'est vrai que ça ferait vraiment beaucoup de mal s'ils continuaient à mettre en place cette ID sur le championnat russe. J'espère en tout cas de mon côté qu'ils vont pas faire cette bêtise. Parce que là c'est vrai que ça va être c'est se tirer une balle dans le pied, hein, clairement. Ouais, clairement. Je suis tout à fait d'accord. Après, le problème de la Ligue russe, c'est pas les gens les plus progressistes qui sont qui les dirigent. Et malgré le fait que les clubs soient pas du tout chauds pour mettre en place la Fan ID, l'idée continue d'être poussée. Donc voilà, peut-être on peut quand même espérer que l'enjeu des affluences dans le nouveau stade est tellement important qu'on peut espérer qu'il y ait le bon sens reprenne le dessus, mais il n'y a rien de certain. Non. Une petite dernière question, parce que je sais que tu es bien pressé. Juste pour savoir l'ambiance, je vois quand même sur les réseaux sociaux que ça bouge bien. Il y a une belle ambiance, donc les équipes sont toutes arrivées sur place. Pardon. Ouais, alors ça prend progressivement. Ce qui est marrant, c'est que on voit presque uniquement des Sud-Américains dans le métro, dans les bars, dans la rue. J'ai l'impression que c'est eux qui sont arrivés les premiers. Les Péruviens, les Mexicains sont partout. Donc c'est sympa. Après, voilà, c'est une grande ville, Moscou, donc on ne les trouve pas à tous les coins de rue non plus.
Mais voilà, ça monte doucement. Bon, le match d'ouverture à 18h, c'est pas un jeudi, c'est pas l'idée du siècle pour faire vraiment décoller la Coupe du Monde. En plus, c'est contre l'Arabie Saoudite, donc c'est pas ça qui va attirer les foules, mais voilà, ça prend doucement. Et après, la difficulté, c'est que le temps a été terrible sur nos dernières semaines. On s'est presque tout au mois de novembre, donc du coup, la fan zone qui a ouvert ce week-end n'était pas vraiment, la fréquentation n'était pas folle jusque-là. Mais voilà, ça prend doucement et c'est clairement les Sud-Américains qui donnent le temps. Bah, j'espère en tout cas que les Russes vont pouvoir nous mettre vraiment essayer de lancer cette Coupe du Monde de leur côté. Je pense que le match de demain évidemment est capital. Il va clairement soit lancer la compétition et aussi l'ambiance côté russe dans cette Coupe du Monde, ou bien on va aller vers quelque chose de bien tristouné à mon avis. Ouais, exactement. Très bien, David, t'avais encore, Stan, excuse-moi, t'avais encore une petite question, quoi? Renan, il a été parfait, hein, comme d'habitude, hein, il connaît son sujet, en plus il est sur place, hein. On n'a pas parlé, bien sûr, hein, du budget prostitué, mais bon, ça, comme on dit, ce qui se passe à Moscou reste à Moscou. Non, c'était un vrai plaisir, il nous a, et voilà, on a eu sa vision d'un expert aussi du monde européen, donc voilà, c'était le but de cette émission, et on le remercie d'avoir joué le jeu pour cette première avec nous. Merci Ronan en tout cas de ta présence. C'est vrai que c'était impeccable que tu puisses nous faire un petit peu décortiquer un petit peu l'aspect justement. On entend tellement de choses aussi dans les réseaux sociaux, dans les médias, etc. que ça fait du bien d'entendre quelqu'un au moins qui a les idées posées et qui met les choses jamais en absolument, et jamais en extrapolant aussi comme des dingues, quoi. Donc merci à toi, et puis bonne continuation en tout cas bonne Coupe du Monde. À Moscou et ailleurs, bonne Coupe du Monde. Merci messieurs, bonne Coupe du Monde à vous aussi. Merci, salut. Salut Ronan, salut. Voilà, hein, parfait. Hein. Yes, c'était bien, super, c'est très bien. Donc bon, on va un petit peu résumer évidemment le sujet en disant que voilà. On connaît évidemment les Russes, on sait comment ils sont, leur mentalité. Ils vont évidemment pas se laisser marcher dessus, mais la sécurité, la mise en place a été tellement rodée, tellement c'est le petit bébé cette Coupe du Monde, il faut vraiment pas la rater. Donc je pense que c'est clair que voilà, il y aura pas d'incident majeur. Je pense qu'on peut dire à tous les Français qui sont en train de faire leurs valises ou qui y sont déjà d'aller tranquille, de se balader, de profiter du pays. En tout cas, c'est ce que recherchent évidemment les autorités russes. Hein. C'est de présenter le pays de la meilleure des manières, d'essayer de développer un maximum les zones touristiques, etc. Montrer toute la beauté de ce pays. Donc, je pense qu'ils sont en tout cas sur la bonne voie. Maintenant, malheureusement, petit bémol sur le championnat russe, cette fameuse Fan ID, j'ai bien peur qu'elle marche tellement que voilà, qu'elle va se ramener en dans le championnat russe, et que ça va empirer toute l'histoire. Donc j'espère que les autorités en tout cas compétentes, même si elles ne le sont pas trop, compétentes, vont essayer quand même de ne pas faire de conneries à la fin. Je te coupe vite fait une aparté pour cette émission, hein, la nouveauté. On va essayer de faire gagner une bouteille de vodka, hein, Gérard Depardieu. J'ai mis l'image, hein. On va demander à un de nos Russes de nous l'envoyer et tout, on vous l'enverra. On a dit on paye la vodka, hein, pour cette Coupe du Monde, mais on la paiera qu'une fois, hein. Au meilleur auditeur, hein, celui qui nous donnera le meilleur prono, on va dire, dans cette Coupe du Monde, hein. Ça commence déjà pour Russie, Arabie Saoudite, hein. Donc celui qui nous donne le bon prono, il sera qualifié, hein, pour gagner cette bouteille de vodka Gérard Depardieu, hein, un cadeau de GG, notre GG national, hein. On pouvait pas passer à côté, hein. C'est la Coupe du Monde en Russie, c'est la France, voilà, c'est la famille, quoi. Donc voilà, c'est la nouveauté de cette émission.
On avait promis, chose promis, normalement chose due. Voilà. Et d'ailleurs, je mettrai d'ailleurs sur le site, j'avais écrit un article il y a très très longtemps. J'étais encore en Russie à ce moment-là sur la manière de boire de la vodka. Je pense que ça va intéresser pas mal de nos sur le site, ça va marcher, ça va cartonner. Absolument, absolument. Donc voilà, c'est le cadeau qu'on vous fait pour voilà, faire en sorte aussi que de votre fidélité, tout ça. Il faut parler de nous, il faut faire en sorte qu'on pèse un peu plus dans ce monde médiatique qui est tellement fermé et impitoyable. Sans les auditeurs, sans voilà tout ça, on pourrait malheureusement faire pas grand chose. Voilà, mais la vodka va nous aider. La vodka va nous aider. C'est le meilleur allié. La vodka va tout régler déjà pour ce mois complet. Tous nos problèmes seront résolus. Mais après, on aura besoin de vous. Après, voilà. C'est pour ça on a mis aussi un truc. Vous pouvez nous aider sur PayPal. Vous pouvez nous faire un petit virement PayPal et tout pour nous aider. Parce que voilà, cette année encore, on va cracher du blé encore. Pour pouvoir s'exprimer librement. C'est le prix à payer, certes, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, un petit coup de paluche, on pourrait aller peut-être un peu plus loin même. Dans notre façon d'animer ou façon de vous montrer voilà, les tribunes. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais voilà, c'est juste les moyens. Ouais. Est-ce que ça y est? Allez, c'est parti à toi. Justement, tu fais bien de parler un petit peu de vodka, puisqu'on va quand même essayer de passer un petit peu à l'aspect foot quand même un petit peu. Absolument. On va essayer de se lancer. Donc, comme tout le monde le sait, la Coupe du Monde commence demain. Donc demain on a premier match de ces coupes du monde. On a un Russie Arabie Saoudite. Bon, je vais faire mon petit aparté. Voilà, je suis pas ultra serein. J'ai peur pour la sélection. C'est le match qu'il ne faut pas rater. C'est le match qu'il faut gagner. Aïe aïe aïe. Alors si tu commences comme ça, alors là on va finir vraiment au goulag nous. Voilà, j'ai peur de rien. Ah ouais, non, alors là pour un Russe tu m'étonnes. J'ai vécu 9 ans, c'est bon, je connais tous les petits couloirs, etc. Il y a pas de souci. Donc pour toi la sélection russe elle est pas prête quoi. Non, elle est pas prête. Ça fait 2 ans qu'elle se prépare, mais voilà, ça change de système de jeu comme jamais. L'équipe, voilà, c'est une équipe, c'est 11 joueurs sur un terrain, mais il y a 0 collectif. Donc évidemment, il y aura la ferveur populaire quand même. On en a parlé. Bon, les Russes ont mis un petit peu de temps à se mettre dans cette Coupe du Monde. C'était un petit peu voilà, le temps que les gens arrivent. Avec cette fan ID aussi, évidemment, les supporters sont arrivés à un certain jour. Donc dès le jour où la fan ID permettait d'entrer sur le territoire russe sans visa, évidemment, il y a eu beaucoup plus de monde, beaucoup plus de supporters qui sont arrivés. Donc à travers ça, c'est à ce moment-là, à mon avis, que l'ambiance, l'atmosphère a commencé à être festive. Mais les Russes ont besoin d'un bon match de sport, un bon match de foot et surtout une belle victoire de sa sélection nationale. Donc on verra demain, en tout cas, wait and see, et puis on espère qu'en tout cas ce sera un beau match d'ouverture en tout cas. Quoi qu'il en soit, on peut. Apparemment, tu es en mode prions, donc voilà, alors tous les Russes devraient prier devant cette Coupe du Monde. Alors ça tombe très bien, la photo que nous avons mis dans le direct tombe très bien, elle va très bien avec vous. Voilà, il faut prier les dieux du football pour la Russie. Donc un petit pronostic quand même pour ce Russie-Arabie Saoudite. Allez, je vois un 3-0. Un 3-0 directement? Ah ouais, je vois un 3-0. Je vois des Russes des morts de faim sur le terrain. Ils vont pas lâcher un seul joueur de l'Arabie Saoudite. Ils vont être juste derrière et ils vont en marquer 3. J'en vois bien 3. Allez, c'est vraiment là je suis dans l'euphorie, là je suis dans le côté espoir. Voilà, c'est après avoir mis un cierge à Saint-Antoine quoi que j'essaye d'espérer vraiment les plus belles choses.
ouais, 3-0 et puis ça démarre bien la Coupe du Monde et puis les autres peuvent continuer par la suite, quoi. Ouais, 3-0, bah, ce serait l'idéal, ouais, c'est sûr, hein. Voilà, après, voilà, c'est l'Arabie Saoudite. Bon, c'est des joueurs de ballon aussi, hein. C'est des joueurs très très techniques, hein, l'Arabie Eh Saoudite, hein. ouais, C'est deux styles complètement différents, hein. Ça va être un. bah, ils ont fait ils ont fait deux bons matchs, notamment face à l'Italie, où ils ont perdu, mais ils ont pas été si nuls que ça. Et puis, je crois qu'ils ont joué aussi un autre match contre l'Espagne, je crois, ou je sais plus comment une autre équipe où ils ont été aussi assez. Non, c'était face à l'Allemagne, je crois. Face à l'Allemagne. L'Allemagne gagne, mais l'Arabie Saoudite marque quand même un but. Donc voilà, il va falloir être vigilant, mais non, c'est pas possible. On peut pas commencer cette Coupe du Monde par une contre-performance du pays hôte. Oh, il y aura bien un petit penalty à la 94e. Allez, hein. Bien sûr, en plus Vladimir sera dans les tribunes et il sera même prêt à rentrer sur le terrain. Il est capable lui, de foutre un maillot et on le voit bien, on le voit. C'est un joueur de ballon. Ouais, je pronostique même une baston entre Vladimir Vladimirovitch et le président, je sais pas comment on l'appelle, le président de l'Arabie Saoudite direct sur le terrain. Ce serait magnifique. Ah ouais, non, là, on serait en pleine extase, hein. Voilà, c'est ce qu'on aime aussi, hein. Ce côté fou, hein, de ces pays. Donc, 3-0 pour toi. Donc, moi, je dirais, ouais, un peu plus serré quand même, hein. Ça peut se jouer à peu de choses. Je dirais, allez, un petit 1-0 pour la Russie. Hein, c'est comme, Allez, comme je disais, on prend quand même. Ouais, c'est deux styles différents. Voilà, d'un côté, ça va être quand même la puissance et de l'autre côté, un petit peu plus technique et ça, voilà, ça joue au ballon, donc ça risque un petit peu d'être fermé. Donc, pour ce premier match, tant qu'il y a, je pense, victoire pour l'équipe nationale. Et voilà, ce sera une bonne chose. Je prends quand même, Stan. Je prends quand même. Si 1-0, je prends. Allez, tu me notes ça, hein, parce que c'est clair. Voilà, tous les pronos, il faut les noter, hein, parce que c'est très 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 important. On va passer vite fait, si tu veux, au dossier équipe de France, Bien sûr. Si tu veux direct, hein. Bien sûr, l'équipe de France qui joue quand même samedi, donc premier match des Bleus face à l'Australie. Ils joueront à Kazan, hein, donc Kazan qui est une équipe, alors qui est une ville qui est pas si loin de Moscou, hein, donc les Français sont assez vénères là-dessus sur ce coup-là. Ils n'ont pas un déplacement assez important. Ils sont partis ou ils partent demain, je crois. Hein. Ils partent demain pour Kazan. Donc c'est un pays, c'est vraiment une région fort sympathique. Voilà, il devrait pas y avoir en termes de météo, ça devrait, je pense, le faire. C'est quand même une ville qui est un petit peu plus à l'est de Moscou, mais c'est pas si loin, donc ça c'est plutôt positif. Un petit mot sur l'équipe de France, donc face à l'Australie, Stan, qu'est-ce que t'en penses? Déjà la question qu'on pose, hein, aussi, deuxième question qu'on pose aussi à nos auditeurs, hein, 20 ans après, peuvent-ils le faire aussi, hein, gagner cette Coupe du Monde, ramener cette Coupe du Monde? Oui, ça passe déjà forcément par une victoire face à l'Australie, hein. Voilà, hein, sachant qu'en face nous aurons les fameux kangourous d'Australie, donc forcément ça va galoper un petit peu partout, ça va sauter à tire-larigot. Bien sûr, ça va être un petit peu un match bizarroïde peut-être pour l'équipe de France, hein. Voilà, deux styles aussi de jeu complètement différents, mais attention à cette équipe d'Australie, hein, qui n'a pas été qualifiée comme ça en claquement de doigts, hein, comme on dit. Ouais. Donc ça va être compliqué, ça va être difficile, on l'a bien vu là, hein, pour le dernier match de l'équipe de France, hein. Ça n'a pas été si facile que ça. On voit bien que voilà, il y en a qui ont un petit peu la pression aussi.
Une Coupe du Monde, c'est pas un championnat d'Europe, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Je crois que c'est voilà, mentalement, c'est le summum, du footballeur et on va dire du supporter en lui-même. Donc la question est, vont-ils battre l'Australie? Oui, je l'espère, hein, forcément. Pour eux surtout, hein, parce que ce serait pas bon de commencer par une défaite, même si c'est pas en soi catastrophique. Hein. Y en a qui se sont qualifiés et ont gagné des Coupes du Monde en commençant par une défaite. Hein. L'Espagne en est la preuve, hein, en 2010, je crois. Donc voilà. Victoire française, pareil, je dirais 2-1. Voilà, 2-1 pour l'équipe de France. Et la question que je pose à tout le monde, hein, qui est posée là sur le live, hein, peuvent-ils le faire 20 ans après, c'est-à-dire gagner cette Coupe du Monde? Je dirais pas sûr. Pas sûr. Voilà. Voilà. Voilà la réponse à laquelle je peux répondre. Voilà. C'est donc à toi de me dire un petit peu ce que tu penses de mon analyse. Bah écoute, je pense qu'on est évidemment d'accord. Hein. Ce sera pas un match simple. L'Australie a quand même un jeu évidemment plus porté sur le défensif, notamment. Évidemment, ils vont blinder en sachant les joueurs rapides qu'on a, les gazelles, qui partent dans tous les sens. Donc évidemment, ils vont pas laisser le moindre espace. Il faudra vraiment jouer serré. Essayer de marquer le plus tôt possible aussi. Je pense que ça va être la clé. Ne pas trop tarder pour marquer. Si vous pouvez marquer au moins en première mi-temps, ce serait bien pour se laisser un petit peu tranquille, voir un petit peu plus sereinement la suite du match. Maintenant, c'est vrai que derrière, bon, il y a eu quelques petites frayeurs, notamment face au match contre les États-Unis. Je pense notamment évidemment à Hugo Lloris qui est en ce moment pas au mieux de sa forme. Mais je pense que évidemment ça doit passer. Il y a les joueurs qu'il faut. Il y a les armes nécessaires pour vaincre cette équipe d'Australie. Voilà. Ouais, moi aussi je vois bien. Je vois un petit 2-0 quand même. Allez, je vois un petit 2-0 avec assez tranquille, un but en première mi-temps, un autre en deuxième, et puis voilà. Sur la question, Et puis sur la question, oui, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ouais. Tout est possible, hein, tout est possible. Après, ça dépend. Une Coupe du Monde, comme tu as dit, c'est pas non plus une Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que voilà, les adversaires sont assez différents. Hein. On peut passer d'un adversaire européen, un jeu qu'on connaît plus ou moins, avec un jeu sud-américain directement après. Tu peux même passer à un jeu asiatique, etc. Donc c'est pas du tout le même type de jeu. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter aux différents styles. Après bon, je pense malheureusement quand même qu'il y a des équipes qui ont un collectif un peu plus rodé. Je pense évidemment à l'Espagne, même si dans notre dossier un petit peu Coupe du Monde, on va en reparler. Mais l'Espagne, l'Allemagne, voilà, et puis surtout le Brésil. Je pense que le Brésil est vraiment une équipe bâtie pour cette Coupe du Monde. Vraiment une équipe très très solide, avec des très bons joueurs, avec un super entraîneur. Titch, c'est vraiment un entraîneur génial qui a réussi à créer vraiment ce collectif génial. Et puis bon, il y a des joueurs de talent. Il y a sur toutes les positions, sur à tous les niveaux du jeu, derrière, devant, au milieu. Il y a que des bons joueurs dans cette équipe. Donc c'est vraiment une équipe à faire très attention. La France peut toujours attaquer, toujours évidemment quand même marquer à tout moment avec toute cette aspect offensif qu'elle a. Maintenant, aller jusqu'au bout. Je sais pas. J'ai du mal quand même à y croire.
On est un petit peu sceptique, mais on en revient à cette question, voilà, de nos pronostics, hein, des favoris de cette Coupe du Monde. Selon toi, quel est ton favori pour cette Coupe du Monde? Sachant voilà que l'Espagne aussi, l'Espagne, bah voilà, on le sait très bien que Julen Lopetegui a été limogé suite à son accord entre lui et le Real Madrid, hein, pour reprendre les rênes des merengues, hein, mais bon, ça se fait à quelques jours de la Coupe du Monde, donc bien sûr la fédération espagnole l'a sanctionné de licenciement, hein. Le plus proche, hein, le plus compétent selon la sélection espagnole, bien sûr c'était Fernando Hierro, hein, un ancien aussi, hein, du Real Madrid, un ancien merengue. Donc voilà, une actualité difficile pour nos amis espagnols, hein, ça doit pas être facile de commencer cette Coupe du Monde. Donc peut-on les mettre favoris, Vince? Je dirais que quand même après aujourd'hui, et en effet le coup de massue quand même qu'on a reçu, parce que franchement celui-là, on s'y attendait pas du tout quand même, hein. La fédération qui limoge un entraîneur à 2 jours du premier match, c'est quand même exceptionnel. Je sais pas si on a retrouvé ça d'ailleurs, si c'est pas une première quand même en tout cas avec une équipe comme l'Espagne, le premier match, surtout que le premier match, c'est Portugal-Espagne. C'est un des matchs les plus, on va dire, importants des deux équipes. Je sais pas, je les mettrais quand même encore comme favoris. En tout cas, ils sont dans le top 4. Ils sont largement dans le top 4. D'accord. Et le favori, l'ultime favori pour toi? Moi, je mettrais le Brésil. Comme je l'ai expliqué déjà, je mettrais le Brésil, vraiment une équipe qui fait plaisir à voir, une équipe qui, je répète, hein, vraiment sur tous les postes, il y a que des joueurs qui me plaisent. Moi, j'ai vu quand même pas mal de matchs de cette équipe, et franchement, c'est emballant, quoi. Ça joue bien. Puis j'adore cet entraîneur. Donc avec un entraîneur comme ça, je pense qu'ils peuvent aller loin. Ils ont vraiment cette certitude, et puis je pense qu'ils ont aussi un aspect revanche, hein. Je pense qu'ils veulent reprendre un petit peu le dessus de cette dernière Coupe du Monde qui leur a fait vraiment mal, avec une défaite quand même une défaite qui a quand même été sacrément dure, qui a dû être dure à avaler, en tout cas à digérer, ça c'est sûr. Mais ce 7-1 contre l'Allemagne, voilà, ils l'ont encore au travers de la gorge, donc ils vont certainement vouloir faire une Coupe du Monde du tonnerre. Ouais, c'est sûr que le Brésil sera pas loin, à se méfier peut-être, hein, du Portugal aussi, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais je vois bien les Portugais au moins atteindre la finale, parce qu'ils ont vraiment une équipe taillée pour, hein. Il y a encore oui, puis ils ont un parcours aussi qui est assez sympa, hein. Ils ne tombent pas sur des grosses équipes très rapidement. Donc s'ils finissent premier de leur groupe, ils peuvent avoir quand même un parcours assez tranquille. Ça peut être en effet l'outsider principal de cette compétition, tout à fait. Je les vois bien. Je les mettrais peut-être pas favoris, mais dans mes favoris à moi, je mettrais quand même le Portugal, hein, qui, voilà, des joueurs exceptionnels, et voilà, ils ont déjà gagné, donc ils connaissent ce que c'est de gagner, donc ils ont plus peur de rien. Et quand t'as plus peur de rien, on sait ce que ça donne, hein. Généralement des doublés, hein, que ce soit Coupe du Monde, Coupe d'Europe, ou Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Ça dépend par quel bout tu manges la saucisse, comme dirait l'autre. 20h55, à 20h55, on sera peut-être sur la fin de cette émission. Écoute, on avait dit, hein, de parler de sa meilleure Coupe du Monde, hein, celle qu'on a le plus appréciée. Moi, j'avais posté sur le site, moi, ma Coupe du Monde référence, hein, celle qui a tout déclenché en moi. C'est bien sûr celle en 1986 au Mexique, hein. Que des grands joueurs, bien sûr, hein. Il y avait Platini, il y avait Maradona, il y avait encore
Socrates, des grands noms, hein. Il y avait encore Schumacher, il était encore là, et oui, il était là. Il y a eu un France-Allemagne aussi, hein, on en a très peu parlé, mais qui a été aussi enfin voilà, douloureux. Un super France-Brésil, enfin voilà, des matchs de dingue. C'est cette Coupe du Monde, personne, pour l'instant, même celle de 98, je suis désolé, hein, elle ne pourra jamais remplacer cette Coupe du Monde pour l'instant. Donc espérons que celle de 2018 en Russie voilà, soit celle qui pourra effacer de ma mémoire, si on me dit football, voilà, c'est la Coupe du Monde 86, hein, forcément. Et toi, mon petit Vince, hein, quelle est la Coupe du Monde que tu ne pourras jamais oublier? Bah écoute, moi la Coupe du Monde que je ne pourrai jamais oublier, c'est évidemment celle de 2010 hein, avec Knizia. Non, je déconne. Évidemment, c'est pas celle que je garde en premier, mais non, je vais dire celle de 2010 m'a vraiment marqué. De par son non la manière dont l'équipe de France a parcouru ces coupes du monde, comment vraiment la victoire contre le Brésil, victoire contre l'Espagne, il y a eu une victoire voilà, il y a des victoires notamment un peu à l'arraché en lors de la phase de groupe, puis il y a cette fin gigantissime face à l'Italie, avec le coup de tête, avec le penalty qui touche la barre et qui rentre de Zizou. Enfin, voilà, tout ça fait que c'était magique. Bon, la fin a été moins marrante, mais en tout cas, elle reste marquée. En tout cas, pour celle que j'ai vécue réellement. Très clairement, c'est celle-là. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus sportif, clairement, évidemment, celle de 86. Alors, j'étais encore très très jeune à ce moment-là. Mais évidemment, oui, celle de 86 est juste magique. Elle est exceptionnelle. C'est peut-être c'est la meilleure équipe de France qu'on ait eue. Vraiment, il y avait des joueurs exceptionnels. Et puis voilà, un parcours aussi fantastique. Donc évidemment la Coupe du Monde 86 aussi. Ouais. Ouais, voilà, il faut avoir un certain âge. J'avais 11 ans, hein, donc vous faites le calcul. J'avais 11 ans, voilà, c'est celle qui. J'en avais 3. Moi, c'est celle qui a tout déclenché. Voilà, ce France-Brésil a été émotionnellement voilà, quelque chose de très très fort, et comme tu dis, il y avait des grands joueurs, hein. Donc pour pas les citer, hein, même du côté de l'Italie, il y avait des grands joueurs, Altobelli, il y avait du côté des Belges Jean-Marie Pfaff, je sais pas s'il y avait pas ici Enzo Scifo, je sais plus. Enfin voilà, il y avait. Possible, ça doit être à l'époque, ouais. Enfin voilà, c'est même plus, c'est incomparable. En Allemagne, il y avait encore Rummenigge, Rudi Völler, Schumacher, il y avait des Bremeux, il y avait des mecs des oufs, il y avait des oufs sur le terrain. Enfin. Alors si je peux rajouter de mon côté évidemment, l'Union soviétique. L'Union soviétique, elle était magnifique, des buts de dingue qu'ils ont. Elle était. Il y avait Dassaïev. Il y avait Dassaïev évidemment dans les buts, il y avait énorme gardien. Évidemment, et Renat Dassaïev, il y avait il y avait plein de joueurs dans Litovchenko, il y avait pas mal de joueurs évidemment à l'époque du Dynamo Kiev, hein, puisque le Dynamo Kiev écrasait quasiment le championnat soviétique à l'époque. Donc il y avait vraiment il y avait Shivadze aussi du Dynamo Tbilissi qui était excellent. Voilà, donc c'est vrai que c'était une période aussi un peu romantique, hein, une période un peu romantique du football. C'était une période magique et à retourner. Moi, c'est vrai que j'ai vu pas mal de matchs, notamment des soviétiques. Ici, les envoyés. Hein. C'était des missiles, c'était pas des tirs. Faut aller revoir, hein, pour ceux qui veulent revoir à la Coupe du Monde 86. Vous tapez les buts, hein, de l'Union soviétique, l'URSS à l'ancienne, hein, et vous verrez les buts de malades qui marquaient les mecs. Et t'avais l'impression que c'était des pieds bioniques qu'ils avaient. Non, mais enfin voilà, c'est tout un contexte qui a fait que cette Coupe du Monde, elle a été, je pense, magique. Donc un bon souvenir qu'on partage et qu'on a aimé faire partager, hein, pour ceux qui veut bien l'entendre, hein, comme dirait l'autre.
pour ta première, bravo mon petit Vince. Bah écoute, merci à toi Stan. En tout cas, tu m'as bien aidé dans cette première émission. Tu mets à l'aise comme d'habitude. Donc je te remercie aussi, à toi principalement. Et puis on se voit la semaine prochaine. Hein. Là, on aura des choses à dire. La Coupe du Monde aura déjà fortement débuté. L'équipe de France aura déjà joué. Voilà. Donc, la Russie sera peut-être pris une fessée. On sait pas. On verra. On verra demain. Hein. Donc on verra, mais au moins on aura pas mal de choses à dire et puis tant mieux quoi. Pourvu que ça dure, voilà, hein, je le dis directement. Voilà, c'est un petit peu le mot de la fin. Donc demain, la Coupe du Monde chez nos amis russes commence avec Russie, Arabie Saoudite. Hein. Donc 3-0 pour Vince, 3-0 demain. Hein. Moi, 1-0 pour Stan. Ouais, 1-0 pour moi. Hein. Et bien sûr l'équipe de France, je sais même plus ce qu'on a dit pour l'équipe de France. On a dit T'avais dit 2-1 je crois. Moi j'avais dit 2-0. 2-1 pour moi et 2-0 pour Vince. Donc dès la semaine prochaine, voilà, on reparlera de cette Coupe du Monde en Russie. Comment on dit en russe? Merci Vince. Spasiba. Et puis on va apprendre aussi un deuxième mot, das vidania, qui veut dire au revoir. Das vidania. Vidania à tous. À la semaine prochaine. Merci Vince. Ciao. Merci, ciao.